Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir les effets produits par le mariage. Tout d'abord et à titre introductif, puisque pas au programme de la première année de licence de droit, mais plutôt au programme du master, les époux doivent choisir un régime matrimonial. En l'absence de choix et donc de contrat de mariage, ils seront soumis au régime légal, qui est actuellement le régime de la communauté, réduite aux acquêts. Ce régime régit les biens du couple ainsi que les biens de chacun des époux. Sous la communauté réduite aux acquêts, les biens acquis par les époux antérieurement au mariage restent la propriété personnelle de chacun. Les biens acquis au cours du mariage sont des biens communs s'ils sont acquis à titre onéreux. Les époux ont donc des biens propres et des biens communs. Ces termes ne sont pas importants à connaître en première année de droit puisque vous les verrez surtout en master. Cependant, il est utile de savoir que si vous ne choisissez pas d'établir un contrat de mariage, vous serez automatiquement sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, qui est le régime légal. Vous pouvez également, avant le mariage, opter pour la rédaction d'un contrat de mariage et choisir un régime déjà existant ou constituer le vôtre. Antérieurement, le mariage avait un intérêt concernant le statut de l'enfant puisqu'on distinguait la filiation naturelle de la filiation légitime. La filiation légitime était celle dans le cadre du mariage alors que la naturelle intervenait en dehors du mariage. Les enfants n'avaient donc pas les mêmes droits selon le statut de leurs parents. Cependant, le mariage permet quand même toujours d'établir une présomption de paternité en faveur du mari pour l'enfant de l'épouse. Intéressons-nous dans un premier temps au statut personnel des époux. Pour rappel, depuis 2013, le mariage pour tous permet l'union matrimoniale de couples de sexe opposé comme de même sexe. Le Code civil a donc été modifié en ce sens. Avant cela, il n'existait pas de loi imposant à la femme de prendre le nom de famille de son époux, il s'agissait simplement d'une coutume que l'on pensait obligatoire dans la conscience collective. Nous l'avons vu dans une précédente vidéo, pour plus d'égalité, dorénavant, l'enfant peut prendre au choix le nom de la mère ou le nom du père, voire les deux noms accolés. En ce qui concerne le mariage, l'article 225-1 du Code civil règle la question. Celui-ci nous dit que chacun des époux peut porter, à titre d'usage, le nom de l'autre époux par substitution ou adjonction à son propre nom dans l'ordre qu'il choisit, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Le nom de naissance de l'époux qui aura adopté un nom d'usage continuera d'être mentionné sur les documents de l'état civil. Jusqu'à une loi du 18 février 1938, la femme mariée était incapable. Elle était soumise à la puissance maritale. N'ayant guère plus de droits que les mineurs, elle devait obtenir l'autorisation de son mari afin d'exercer une profession ou pour être titulaire d'un compte en banque. On rappelle qu'il faudra attendre 1944 pour que les femmes aient le droit de vote. De plus, la notion de chef de famille ne sera supprimée qu'en 1970. Enfin, on le rappelle, le mineur peut se marier s'il obtient l'autorisation de ses parents et une dérogation de la part du procureur de la République pour motif grave. Le mariage entraînera la fin de son incapacité automatiquement. En ce qui concerne la nationalité, l'article 21-1 du Code civil dispose que le mariage n'exerce de plein droit aucun effet sur la nationalité. L'article suivant nous dit que l'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de 4 ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration, à condition qu'à la date de cette déclaration, la communauté de vie, tant affective que matérielle, n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité. Le conjoint étranger doit également justifier d'une connaissance suffisante selon sa condition de la langue française, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'État. Également, le mariage ne prive pas les époux de leur liberté, leur intégrité physique est protégée, notamment avec l'interdiction du viol conjugal qui est pénalement sanctionné, tout comme la violence entre conjoints.
Il est interdit de publier des photographies intimes de son conjoint, de porter atteinte de manière générale à son intimité. Également, les époux sont libres de leurs convictions, qu'elles soient politiques ou religieuses, et sont libres de choisir leur profession eux-mêmes. Maintenant, nous allons nous intéresser aux devoirs réciproques que le mariage crée entre les époux. Ceux-ci sont listés à l'article 212 du Code civil qui nous dit que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Il y a donc 4 devoirs entre les époux, à noter que les devoirs créés par le Pacs ne sont pas les mêmes. Le premier devoir est le respect et c'est également celui qui a été ajouté le plus récemment par une loi du 4 avril 2006 dans le cadre de la lutte contre les violences conjugales. Le second devoir des époux est la fidélité. Pour rappel, avant 1975, l'adultère était une faute pénale. L'adultère peut justifier un divorce pour faute, cependant ce n'est plus une cause péremptoire de divorce. L'adultère peut également justifier la cessation de la contribution aux charges du mariage du conjoint. À noter qu'il est licite notamment de faire des libéralités à son amant ou à sa maîtresse, c'est-à-dire de lui faire des cadeaux ou de le faire hériter. Le troisième devoir des époux est le devoir de secours, à ne pas confondre avec la contribution aux charges du mariage. Le devoir de secours se retrouve quand un des conjoints est en difficulté. Dans la majorité des cas, il s'agira d'une pension alimentaire. Enfin, le dernier devoir est celui d'assistance. Celui-ci correspond plutôt à un soutien moral quand le précédent constituait un soutien financier. Intéressons-nous maintenant à la communauté de vie. Comme nous le dit l'article 215 du Code civil, les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. La résidence de la famille est au lieu qu'ils choisissent d'un commun accord. La communauté de vie comporte notamment 2 aspects, la communauté de toit et la communauté de lit. Les époux doivent habiter sous le même toit, mais pas nécessairement tous les jours. Ils peuvent ainsi avoir des résidences et pas des domiciles différentes, par exemple pour des raisons professionnelles. Ce devoir de communauté de vie ne peut pas faire l'objet d'une exécution forcée, on ne pourra pas forcer un époux à vivre avec son épouse. Pour l'aspect communauté de lit, je pense que le terme parle de lui-même. Il est à noter qu'en 2011, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné un mari abstinent à indemniser son épouse à hauteur de 10 000 € et je vous cite tout de suite un extrait de cette décision. Il ressort toutefois des éléments de la cause que la quasi-absence de relations sexuelles pendant plusieurs années, certes avec des reprises ponctuelles, a contribué à la dégradation des rapports entre époux. Il s'avère en effet que les attentes de l'épouse étaient légitimes dans la mesure où les rapports sexuels entre époux sont notamment l'expression de l'affection qu'ils se portent mutuellement, tandis qu'ils s'inscrivent dans la continuité des devoirs découlant du mariage. Enfin, mentionnons en passant que le logement familial est choisi par les époux d'un commun accord, alors qu'avant 1975, ce choix revenait au mari. Pour comparatif, voici l'article 215 du Code civil avant la loi du 11 juillet 1975. Le choix de la résidence de la famille appartient au mari. La femme est obligée d'habiter avec lui et il est tenu de la recevoir. Lorsque la résidence fixée par le mari présente pour la famille des dangers d'ordre physique ou d'ordre moral, la femme peut par exception être autorisée à avoir pour elle et ses enfants une autre résidence fixée par le juge. Voici maintenant l'article 215 du Code civil dans sa rédaction actuelle, et je cite « Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie, la résidence de la famille est au lieu qu'ils choisissent d'un commun accord. Les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. Les meubles meublants, c'est par exemple votre canapé, votre armoire, etc. Celui des deux qui n'a pas donné son consentement à l'acte peut en demander l'annulation. » Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé. Je vous invite à la liker et à vous abonner pour plus de contenu sur le droit et la fac de droit en général. Je vous souhaite de bonnes révisions, une bonne journée et de bons partiels.